Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Alors, pour le face-à-face du jour, aujourd'hui, nous recevons deux invités. Christophe Bouillot, ancien élève de l'école normale supérieure, professeur agrégé de sciences politiques à l'IEP de Grenoble et spécialiste de la politique italienne et des relations internationales. Également avec lui, Marie Darmagnac, journaliste indépendante, préfacière de l'autobiographie à paraître de Giorgia Meloni, du nom de mon itinéraire, autobiographie d'une leader politique conservatrice aux éditions italiennes Shora. Bienvenue à tous les deux. Alors, Marie Darmagnac, bonjour. C'est vous qui faites l'événement avec cette préface de l'autobiographie de Giorgia Meloni. Qui l'a traduit? C'est vous aussi? Non. Non, d'accord. Elle paraît quand, cette autobiographie? Alors, elle arrive, les stocks de livres arrivent en France demain. D'accord. En français, là, quand même. Oui, en français. Alors, racontez-nous quand même d'abord qui est, parce que on l'a tout entendu, hein, post-fasciste, etc., conservateur. D'ailleurs, le titre, c'est « Mon itinéraire, autobiographie d'une leader politique conservatrice ». Alors, qui est Giorgia Meloni? Bon, on a lu beaucoup de biographies, de biographies. Et qu'est-ce qu'elle raconte, surtout, dans ce livre? Alors, en fait, c'est la première fois qu'elle se raconte, justement. Elle est très... Oui. C'est une personnalité qui est très, très secrète, très pudique, qui se dévoile... rarement, qui est très jalouse de protéger sa vie privée. Et là, en fait, elle se dévoile, elle se raconte, elle raconte son enfance. On voit, à travers pas mal d'anecdotes, ce qu'il a formé, quelle est sa personnalité, ce qu'il a fait, et ce qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Et vous pouvez dire quelques anecdotes comme ça. Enfin, qu'est-ce qu'il a formé justement? Parce que on est tous formés par notre jeunesse, notre enfance. Enfin, ça joue un rôle très important. Oui, ça c'est pour rentrer un peu dans le détail. C'est une enfant qui a grandi sans père. Son père est parti quand elle était très jeune, a abandonné sa mère et donc il y avait deux petites filles à élever. Elle a eu l'exemple de cette mère qui n'est jamais tombée, qui a assumé. Elle raconte aussi un événement, une bêtise d'enfant qui aurait pu être dramatique. Elle a mis le feu à sa chambre, petite, en jouant. Oui, pas exprès, enfin en jouant. Oui. Bien sûr. Ouais. Mais ça a bouleversé sa vie. Sa famille a déménagé, ils ont changé de quartier. Et elle est arrivée dans le quartier populaire très connu à Rome de la Garbatella. Elle est de Rome. Elle est de Rome. Oui. Elle est éminemment romaine. Ouais. On l'entend d'ailleurs dans son phrasé un peu précipité. On entend des pointes d'accent romanesque, donc elle est très romaine. Et puis donc elle grandit dans ce quartier, et à 15 ans, 91-92 à peu près, il y a cette vague d'assassinats des juges antimafia. Et notamment le juge Paolo Borsellino. Et il y avait Falcone, il y avait tout ça. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça la décide à franchir la porte du mouvement social italien à l'âge de 15 ans, et donc elle s'y engage et elle commence à militer comme tous les militants de son âge. Alors on va en parler après cette petite pause avec vous, Marie Darmagnac, et puis ensuite avec Christophe Bouillot. Mais justement, c'est très intéressant de savoir cette personne qui va probablement devenir la première ministre d'Italie. Qui est-elle? D'où vient-elle? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Voilà, nous sommes toujours avec Marie Darmagnac qui a préfacé l'autobiographie de Giorgia Meloni, l'autobiographie d'une leader politique conservatrice, et nous recevrons Christophe Bouillot également, professeur agrégé de sciences politiques à l'IEP Grenoble et agrégé de sciences sociales. Mais alors, Marie Darmagnac, dont on s'était juste arrêté, on ne va pas raconter toute la vie, il faudrait quelques heures, mais au MSI, et là où, en tout cas en France, il y a eu beaucoup de réactions, le MSI, c'est déjà en francophonie, c'est les mussoliniens qui étaient d'abord très très pro-Mussolini, puis effectivement on connaît l'itinéraire de Jean Francofini, on va pas tous là-dessus, il a effectivement rompu avec cela. Et où est la position justement de Giorgia Meloni de ce point de vue-là? Mais quand il a rompu avec ça, Gianfranco Fini, quand il a fait évoluer le MSI, donc Mouvement Social Italien, vers l'Alliance Nationale, Giorgia Meloni l'a suivi. Et donc, quand il s'est démarqué du fascisme, mais du fascisme historique, du fascisme des années 30, elle l'a suivi également. Donc en fait, c'est un débat qui est très français, si vous voulez. Ouais.
En Italie, il n'y a pas le même, il n'y a pas cette espèce de cordon sanitaire idéologique, en fait, si je puis dire. La preuve, c'est qu'elle va arriver au pouvoir. C'est pas arrivé non plus par hasard. Et c'est vrai que dans son itinéraire personnel de formation, elle raconte d'ailleurs dans son livre qu'elle a été très impressionnée, très marquée, disons, par la lecture des conservateurs britannique. Ah oui. Donc elle a évolué effectivement vers ce qu'on appelle un post-fascisme, et dans le sens chronologique, c'est un parti qui est arrivé après le fascisme. Oui, mais quand on dit ici en France post-fasciste, ça veut dire on est encore fasciste. J'ai eu encore ce matin une discussion avec un avocat. Post-fasciste, si vous dites post-fasciste en France, elle est fasciste, mais améliorée, arrangée et je dirais trafiquée au goût du jour. J'aimerais bien qu'on m'explique alors ce que ça veut dire. Oui. Donc elle a suivi Jean Francofini. Absolument. Et ensuite, elle a collaboré elle a été au ministère de Berlusconi. Alors Berlusconi l'a appelée pour être la plus jeune ministre de l'histoire de la République italienne. Elle était ministre de la jeunesse et des sports. Et c'était parce que justement, dans ces années militantes, elle s'était beaucoup occupée des questions de lycée, des questions étudiantes, etc. Donc elle avait une certaine expertise, mais elle est restée plusieurs années. Elle a été aussi vice-présidente de la Chambre des députés à 31 ans. C'est aussi la plus jeune. Ah oui. Donc elle a un parcours quand même qui est intéressant. Elle a une espèce de pratique politique très forte, quoi. Mais bien sûr. Ouais. Alors ensuite, il y a eu cette espèce de renversement du gouvernement Berlusconi alors qu'il avait la majorité à la Chambre, à cause c'est un peu, je me suis quand même souvent demandé si c'était pas un peu une sorte de coup d'état monétaire un peu. Bref, sur la pression des marchés, il a démissionné et est arrivé le gouvernement technique de Mario Monti. Et à ce moment-là, elle n'a pas voulu suivre parce qu'elle trouvait que c'était se renier. Elle a énormément réfléchi, etc. Donc elle s'est mise de côté. Et elle a eu l'idée de fonder ce parti Fratelli d'Italia. Mais c'était en quelle année? Ils étaient très peu. Il y a une dizaine d'années. Oui. Et d'ailleurs, c'est assez hallucinant de voir qu'ils sont passés, il y a 4 ans, c'était 4% des voix, et aujourd'hui 26%. Oui. Ils sont passés en 4 ans, Fratelli d'Italia, 4% à 26%. C'est en dehors de... On peut être pour nous, c'est pas le problème, mais c'est assez fulgurant. Oui, c'est assez marquant. Mais ces 4 années et demie ont été précédées quand même de beaucoup d'années de militantisme, de rencontres avec le terrain dans toute l'Italie, etc. Et puis ils avaient déjà quand même quelques conseillers municipaux, conseillers régionaux, etc. Mais c'est vrai que cette progression en une législature est impressionnante. Il y a plusieurs explications, je pense qu'on va en parler. On va en parler et on va recevoir... Bonjour Christophe Bouillot. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Alors je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'Institut d'études politiques de Grenoble, et vous êtes agrégé de sciences sociales, et puis vous connaissez bien la politique italienne. Alors, qu'est-ce que ça traduit par rapport à l'Italie, cette victoire, je veux dire, assez spectaculaire, on peut dire, de l'union des droites, mais surtout de la formation de Giorgia Meloni? Alors, ça traduit tout simplement une tendance de long terme que tous les partis au pouvoir en Italie depuis les années 90 connaissent systématiquement des déroutes électorales après leur passage au pouvoir. Donc, en fait, c'est une victoire d'abord du seul parti qui a su rester à l'opposition depuis 2018. Donc, c'est vraiment l'atout maître, ce qui a permis ensuite, au sein de la coalition de droite, de dire aux électeurs de droite qui finalement hésitent entre les 3 grands partis de droite, je suis le seul véritable parti qui incarne l'opposition. C'est ça, parce que je ne me suis pas mêlé, je n'ai pas été avec Mario Draghi, quoi. C'est ça. Et elle ne s'est pas mêlée non plus, c'est la seule qui n'a pas aussi participé à une coalition avec le M5S. Oui, avec le 5 étoiles. Il faut se rappeler que l'histoire commence dès 2018. Au moment où le résultat des élections, la droite n'a pas la majorité, malheureusement pour elle, le M5S a fait une très bonne performance, et en fait, plutôt que d'aller à des élections anticipées, la Ligue décide de faire une alliance avec le M5S. Et à l'époque, les frères d'Italie et aussi le parti de Silvio Berlusconi trouvent que c'est une trahison. Donc dès le départ, et ensuite on lui redemande de participer à une coalition lors de la formation du gouvernement Draghi, et elle redit non. Donc elle est restée tout le temps dans l'opposition, et comme ça, elle a complètement siphonné toutes les voix de la droite, en réalité.
Ouais. Elle n'a pas tellement pris sur l'électorat de gauche, d'après ce qu'on sait sur les transferts de voix, mais en fait, c'est tout l'électorat de droite. Il faut dire aussi que si vous regardez les deux autres leaders, d'un côté, vous avez Silvio Berlusconi qui, quand même, est un monsieur de 80 ans, un tout petit peu usé, pour ne pas dire plus, qui par ailleurs est une sorte de miraculé parce qu'il a été malade du Covid, mais en gros, quand même, il est un peu has-been aujourd'hui, considérable comme un peu has-been. Voilà, un peu has-been, il faut être honnête. Et puis qui a quand même, sur la fin de la campagne, on savait beaucoup de gens en plus demander qu'est-ce qu'il lui prenait. Il faisait un peu le clown sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais Matteo Salvini a beaucoup perdu, lui. Voilà, il a beaucoup perdu parce que, en fait, alors à la fois parce qu'il a participé au gouvernement Draghi, mais aussi parce que, en fait, l'électorat italien de droite a fini par considérer que c'était un histrion. C'est-à-dire que là, c'est peut-être le premier homme politique qui a eu une carrière extraordinaire grâce aux réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'en gros, le succès de Salvini, c'est globalement, il a utilisé de manière merveilleuse les réseaux sociaux pendant des années. Et puis finalement, c'est les réseaux sociaux qui l'ont tué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'histrionisme du personnage lui a été négatif. Et d'ailleurs, à la fin de la campagne électorale, c'était assez impressionnant de voir à quel point Salvini a réessayé de faire sérieux. Il a réessayé de faire « je suis un politicien comme les autres, relativement sérieux, qui travaille ». Alors que Giorgia Meloni, justement, d'abord, elle n'a pas participé, et puis elle faisait le job. Enfin, elle travaillait. Voilà. C'est ça. Voilà, elle travaillait, et puis elle a paru beaucoup plus cohérente dans son discours depuis 2018. On va se retrouver juste après cette petite pause avec Marie Darmagnac et avec Christophe Bouillot. Oui, et avec aussi nos auditeurs. Dans pas longtemps, on vous donne la parole. Vous nous dites si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Europe, pour la France, que Giorgia Meloni arrive au pouvoir en Italie. À tout de suite sur Sud Radio. Et n'oubliez pas, 0826 300 300. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Eh bien là, ce sont les Italiens qui viennent de parler aux Français depuis hier. Il faut les écouter aussi, les Italiens. C'est pas mal, pas être dans ses préjugés, quels qu'ils soient. Et nous sommes avec Marie Darmagnac, journaliste indépendante, préfacière de l'autobiographie de Giorgia Meloni, qui va paraître dans les jours qui viennent, et avec Christophe Bouillot, très grand spécialiste de l'Italie, professeur agrégé de sciences politiques à l'Institut de Grenoble, à l'IEP de Grenoble, et agrégé de sciences sociales. Donc, juste Marie Darmagnac, pour parler un peu, pour faire suivre à ce qu'a dit aussi Christophe Bouillot, etc. Au fond, c'était une surprise où on s'attendait, puisque vous avez vécu longtemps en Italie ou tout ça. Est-ce qu'au fond, c'est vrai que les sondages la donnaient gagnante, ça n'a pas été une surprise, les sondages n'ont pas été démentis. Mais encore une fois, pour vous, et je poserai la même question à Christophe Bouillot, comment on passe de 4% à 24%. Alors, on en a parlé parce qu'on fait pas partie, mais je voudrais que vous me parliez de l'Italie. Qu'est-ce qui a fait, quels sont les facteurs qui ont fait que l'Italie a voté comme cela? Alors, je pense que ce que disait Christophe Bouillot, effectivement, était très, très intéressant. Une des clés de compréhension de ce succès d'elle aujourd'hui, c'est évidemment, ils ont cette envie de changement, en fait. C'est la seule formation politique comme leader qui n'a pas été essayé, entre guillemets. Après, et puis il y a ce comportement des Italiens qui, dans des coalitions de droite, passent un petit peu dans leur vote d'un parti à l'autre d'une façon assez facile. Ils sont beaucoup moins fixés que les Français, en fait. Et cette coalition de droite, elle existe quand même depuis très longtemps. Avant, la tête émergente, enfin, c'est le leader de la coalition, c'était Silvio Berlusconi, puis Matteo Salvini, et maintenant c'est elle. Comment est-ce qu'elle est passée? Alors, elle a toujours été assez, elle a toujours très bien réagi, elle s'est toujours très bien positionnée. Et puis, je pense elle paye dans le bon sens, elle engrange, si vous voulez, les bénéfices d'une vraie cohérence. Elle ne s'est pas reniée, elle est restée toujours dans le droit fil d'une pensée effectivement conservatrice. Par exemple, je pense aussi à jouer la réaction qu'elle a eue pendant le Covid.
avec les restrictions de liberté absolument insensées. Je pense que c'était parmi c'était presque plus dur qu'en France. Je pense que c'était les plus fortes en Europe, plus que chez nous. Et elle en parle d'ailleurs dans son livre. Elle dit bien sûr qu'il faut protéger la santé, mais est-ce qu'au prix de notre liberté, qui est le principe fondamental pour elle, écrit-elle, de tous les autres, est-ce que vraiment c'était possible? Et puis au prix alors on va pas refaire le match, mais enfin au prix de beaucoup d'entreprises qui ont fermé, au prix de difficultés économiques énormes, etc. Et ça, c'est vrai qu'elle était un peu la seule. Salvini, d'ailleurs, pendant la campagne, il a dit qu'il l'avait regretté. Il a été bien obligé, faisant partie du gouvernement, d'appuyer ou en tout cas d'acquiescer à ces dispositions. Oui, absolument. Christophe Bouillot, est-ce que, alors c'est intéressant, on l'a dit déjà, c'est la première femme Premier ministre, je crois, en tout cas en Italie, et depuis Margaret Thatcher. Alors maintenant nous avons Elisabeth Borne, nous-mêmes. Mais comment vous avez réagi, Christophe Bouillot, quand même, où ce côté en France, on a dit attention, alors d'abord Ursula von der Leyen qui a dit effectivement si les Italiens votent mal, eh ben on va surveiller ça comme le lait sur le feu et puis on fera comme en Hongrie et en Pologne. Et puis Elisabeth Borne qui a dit d'ailleurs aussi attention, nous ferons très attention. C'est quoi alors l'universitaire que c'est quoi? C'est un syndrome de la France qui se dit attention, vigilance, l'Italie part dans le mauvais côté de la force. C'est quoi à votre avis? Oui, il y a sans doute cet aspect-là. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, c'est la complète amnésie historique. C'est-à-dire que on ne se souvient pas que, en gros, les néofascistes ou disons les conservateurs issus du néofascisme font partie d'une coalition, la coalition des droites depuis 1994, et que ils ont eu des ministres en 94, ils ont été des ministres entre 2001 et 2006. Gianfranco Fini a même été membre de la Convention pour l'avenir de l'Europe. Il a été un des conventionnels qui a préparé le traité constitutionnel européen. Vous savez, le traité qui a finalement été repoussé par l'électorat français et néerlandais. Oui. Donc en fait, on sous-estime complètement en France l'intégration profonde de ce parti dans l'histoire politique italienne, en tout cas l'histoire de la droite italienne. Donc c'est pour ça que tout d'un coup, on est effrayé. Comme cette expression de post-fasciste, ça veut très clairement dire, dans le langage de la science politique italienne, qu'il y a eu un effort du parti néofasciste, MSI, pour se transformer en un parti qui faisait le bilan du fascisme. Qui faisait le bilan du fascisme. Exact. Et d'ailleurs, ça n'a pas plu à tout le monde. En 1994, il y a eu une scission des fascistes néofascistes qui voulaient rester, qui ont créé leur propre parti, le mouvement social Flamme Tricolore. Exact. Donc, mais vous avez vu que juste là, les partis ouvertement déclarés fascistes ont fait 2 ou 3% des voix, même pas. Oui, ils sont même pas pu se présenter. Oui, là. Exact. En fait, d'ailleurs, c'est une des particularités de cette élection, c'est qu'aux élections précédentes, on avait des petites formations qui se revendiquaient vraiment du néofascisme. Et elles ont fait un score, elles avaient fait un score lamentable, très très faible. Là, ils n'ont même pas pu se présenter. Parce que cet espace du néofascisme, vraiment, où on met en avant les symboles mussoliniens, ne fonctionne plus. Et le fait, et en plus, en France, on a tendance à plaquer quelques catégories sur d'autres. Moi, vous savez, ça m'a frappé. Il y a eu un tweet, je vous raconte ça, un tweetos qui a dit, mais alors attendez, si Giorgia Meloni est post-fasciste, est-ce qu'on ne peut pas dire à un moment donné, dans les années 70, que Mitterrand était post-pétainiste? On peut se poser la question. Bon, c'est une... et à votre avis, alors juste, et après, Christophe Bouillot, à votre avis... ça ne changera pas grand-chose. Mettons que Giorgia Meloni est première ministre, elle forme son gouvernement, etc., majorité absolue à l'Assemblée et à la Chambre des députés. Est-ce que ça changera vraiment quelque chose? Peut-être sur le plan sociétal, mais sur le plan général, pas tellement. Non, moi, mon impression que c'est non, parce que de toute façon, elle va quand même gouverner dans une coalition avec 2 autres partis. Et avec un programme de gouvernement qui fait qui accepte les revendications des autres partis, en particulier par exemple sur la baisse des impôts. Les 3 partis de la coalition sont parfaitement d'accord sur cet aspect-là. Après, faire réellement la baisse des impôts, c'est une vieille lune de la droite italienne. Ils en parlent à chaque fois qu'ils reviennent au pouvoir, et à chaque fois, ils ne peuvent pas le faire ou le font de manière très modérée, parce que les finances publiques italiennes ne le permettent pas.
Oui. Donc je pense qu'on va revenir dans ce genre de schéma. Le vrai point d'achoppement sera sans doute le gouvernement sur le problème de l'Ukraine, où là, il y a vraiment une différence de ligne entre les trois alliés. Oui, ça, ce sera peut-être sur le terrain que ça va se régler d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas. Marie d'Armagnac, à votre avis, elle tiendra le cap, disons que, d'après ses mémoires, son livre, est-ce que Giorgia Meloni, si elle sent par exemple que Matteo Matteo Salvini et compagnie ruent dans les brancards, que la coalition ne peut pas se faire, elle gardera son cap, elle risque de dire, bon, mais si dans ces conditions, je ne le ferai pas. Enfin, est-ce qu'elle gardera le cap du point de vue caractère ou pas? Alors, écoutez, ça m'étonnerait honnêtement que Matteo Salvini ou le parti Forza Italia de Silvio Berlusconi rue dans les brancards, dans la mesure où ils n'ont pas fait de score à eux deux, ils font moins qu'elle toute seule. C'est vrai. Donc de toute façon, elle a vraiment l'ascendant. C'est mathématique. Après, est-ce qu'elle va garder le cap? Moi, je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas prédire l'avenir. Mais il y a une chose qui montre qu'elle a un certain caractère, c'est que il y a eu toute une pression de la gauche, une campagne pour qu'elle enlève qu'elle enlève le symbole de la flamme de son parti, et en fait elle a refusé parce que elle a estimé, je pense, qu'elle n'avait pas de gage à donner à la gauche. C'est déjà, elle n'a pas cédé, si vous voulez, et c'est déjà en dehors d'une certaine preuve d'intelligence politique, parce que quand on commence, on ne sait pas où ça se termine. Et ben c'est aussi une preuve de son caractère. Après, on va voir à l'usage, effectivement. C'est clair. On ne sait pas. Qui votera et qui vivra verra. Restez avec nous, Christophe Bouillot, Marie d'Armagnac. Nous allons maintenant prendre les auditeurs de Sud Radio. Qui avons-nous? Richard de Gouex. Et Gouex se trouve en Seine-et-Marne. Bonjour Richard. Bonjour Richard. Oui. Bonjour Monsieur Bercoff, bonjour à vos invités. Juste je voulais faire un petit commentaire sur ce qui se passe en Italie. Je trouve, ma famille habite en Italie. Moi je suis français, mais ma sœur est mariée avec un Italien. Oui. Et ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en France aujourd'hui avec l'insécurité, l'immigration. Il n'y a pas encore la perte d'identité qu'on a en France, mais ils ont vraiment peur de ça. Quand vous arrivez en Italie, l'identité italienne vous frappe à la gueule. Je m'excuse, je ne veux pas être vulgaire, mais c'est formidable. Et l'attitude de nos politiciens en France après les élections, après la victoire de la Meloni, comme ils l'appellent en Italie, elle est vraiment arrogante et vraiment ils sont en dehors de leur pompe. Je trouve ils réalisent pas qu'est-ce qui se passe en Europe. Vous savez, en Pologne, en Hongrie, en Suède, en la République tchèque, partout ça change. Mais nos petits Français, eux, ils sont fiers d'eux, ils sont contents. D'accord. Quelqu'un veut commenter? Christophe Bouillot Christophe Bouillot, vous réagissez comment? Est-ce que nous avons, nous, une vision un peu, enfin nous, pas généralisée, mais une vision un peu différente, un peu condescendante ou pas? Tout simplement parce que en fait, c'est pas les mêmes partis européens, c'est pas les mêmes tendances politiques au pouvoir dans différents pays. Ouais. Il faut bien voir que clairement, la victoire de Meloni et la coalition qu'elle a regroupée, c'est pas exactement la même crèmerie que le parti Renaissance actuellement au pouvoir en France. Ouais. Donc il est normal que le parti Renaissance et ses représentants, donc qui sont plutôt des néolibéraux bon teint, soient pas très contents de l'arrivée au pouvoir, une coalition qui certes reste quand même très néolibérale en économie, mais qui a vraiment une vision aussi un peu souverainiste, et même très souverainiste. Par exemple, on peut se demander ce que deviendra les projets de révision des traités européens portés par Emmanuel Macron. Si vous avez autour de la table du Conseil européen Giorgia Meloni qui, comme d'autres pays, revendiquent en fait un arrêt de la dévolution de pouvoir supplémentaire à l'Union européenne. Tout à fait, ça va être le grand problème des années à venir et ça va être passionnant. Voilà, le souverainisme qui revient et comment et en force. Un autre auditeur... Dust de Héran, bonjour. Bonjour. Bonjour André Bercoff, bonjour à vos invités. Ben voilà, à propos de l'Italie, je ne suis pas vraiment étonné de cette montée de l'extrême droite, car deux choses la favorisent. Eux, ils sont aux premières portes de l'immigration et des problèmes migratoires. Et ces problèmes, dans les années qui vont arriver, vont se renforcer, puisque certaines parties de l'Afrique vont devenir inhabitables. Et deux, dans l'histoire, les excès du libéralisme sont souvent suivis par des arrivées de politiques
plus d'extrême droite. Donc là, on est dans une période très, très, très libérale. Et ce qui est assez un peu paradoxal, c'est que c'est des gens qui se disent conservateurs et qui souvent sont très libéraux en matière d'économie. Donc un peu faux cul quand même. Oui, alors est-ce que c'est faux cul? Alors Marie Darmaniak, est-ce qu'elle est un peu faux cul, Giorgia Meloni? Il y a deux choses. Je pense qu'effectivement, il y a eu une réaction à ce sentiment de dépossession qu'on retrouve plus fort en France quand même qu'en Italie. Mais l'exemple français a, je pense, fait réagir les Italiens sur tout ce qui concerne effectivement la défense de leur identité. Après, est-ce qu'elle est faux cul? Écoutez, non, moi j'ai relu. Libéral d'un côté. Non, mais voilà. absolument. Je pense d'ailleurs pour terminer, parce que ça rejoint la deuxième partie de la question, que ça a été aussi une réaction au ravage de la mondialisation et donc d'un ultralibéralisme sans complètement dérégulé. Donc je pense que c'est aussi une des clés d'explication de ce vote. Après, je relisais hier son programme, donc c'était un programme commun établi avec les deux autres alliés de la coalition. Il y a aussi un aspect social. Il y a quand même, c'est à l'origine une droite sociale, la droite de Meloni. Et donc, il y a aussi, si vous voulez, par exemple pour cette histoire de revenu de citoyenneté, qui est un petit peu l'équivalent du RSA, où il y a eu beaucoup d'abus qui sont sortis, etc., beaucoup de fraude. Elle veut le retirer, mais elle va évidemment le remplacer par quelque chose et elle veut que les choses soient plus justes, c'est-à-dire que ce revenu aille à ceux qui en ont réellement besoin et pas à ce type de 25 ans qui ne fait rien et qui reçoit 780 € par mois. C'est ça. Vous recevez, mais vous travaillez. Ouais. On va s'arrêter à une petite pause et je vous donne la parole à Christophe Bouillot pour voir s'il ne s'agit pas aussi d'un retour de ce fameux populisme qui est devenu un mot valise, mais justement, qu'est-ce que ça traduit aujourd'hui avec la victoire de Meloni? On revient tout de suite avec nos deux invités pour parler de des élections italiennes qui ont eu lieu ce week-end. Et on attend toujours vos réactions et témoignages 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous parlons évidemment avec Marie Darmaniak et avec Christophe Bouillot de l'irrésistible, en tout cas jusqu'ici, ascension de Giorgia Meloni. Christophe Bouillot, dites-moi, est-ce que ce n'est pas, quelque part, on a vu ce qui se passe en Suède et ailleurs, est-ce que ce n'est pas le populisme aussi? Enfin, et moi je ne considère pas du tout que c'est une injure ou un mauvais mot, mais est-ce que ce n'est pas ça qui revient et qui s'affirme à sa manière, et pas seulement le souverainisme, à votre avis? Alors moi je n'aime pas trop le terme de populisme, parce que d'une certaine façon ça désigne surtout une méthode rhétorique. Ouais. Une façon de présenter les choses. Mais le fond, et ça cache un peu le fond du message de Meloni, qui est tout simple, c'est le nationalisme. Ouais. Il ne faut pas cacher que tous ces partis, ou le parti des démocrates suédois, ou de Meloni, ce sont simplement des partis nationalistes. Alors la particularité, c'est qu'on est dans un cadre où vous avez les nationalistes qui s'affirment dans un cadre fédéral ou quasi fédéral qui est l'Union européenne. Ouais. On parle de souverainistes, tout en n'étant pas des nationalistes qui veulent la sortie de l'Union européenne. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des nationalistes qui veulent la sortie, exactement. Voilà. Alors ces gens-là, en fait, qui veulent la sortie, ont rarement du succès, parce qu'en réalité, la sortie est très coûteuse. Et l'Angleterre, cher Christophe Bouillot. Oui, il y a l'Angleterre. Mais en fait, finalement, ce modèle britannique, personne n'a très envie de le suivre parce que c'est un modèle qui, en fait, est quand même relativement risqué économiquement. On ne sait pas ce qui va en arriver des îles britanniques sous la direction de Liz Truss, mais c'est un modèle qui semble assez risqué. Alors que dans le fond, pour le marché unique européen, reste une source importante de richesse, de développement, et pour la plupart des partis, y compris les plus nationalistes, qui par ailleurs vont tenir un discours très eurosceptique, très critique de Bruxelles, ils ont envie de rester dans cet ensemble parce que cet ensemble leur apporte des marchés, etc. Donc en fait, on est dans cette ambiguïté nouvelle, et je pense que, en tout cas, elle est une nationaliste souverainiste. Je pense que c'est plus simple de parler de nationalisme. Populisme, dans le fond, c'est un terme qui est trop vague, qui est trop souvent utilisé comme une insulte.
Oui, c'est ça. Et alors que à tort d'ailleurs, parce que oui, peut-être à tort, mais en tout cas, c'est utilisé en pratique comme une insulte. Donc, c'est plus simple de parler de nationalisme, et ça permet beaucoup plus d'ailleurs de comprendre les racines. D'ailleurs, c'est inscrit dans le nom du parti. Fratelli d'Italia, c'est un des termes de l'hymne national italien. C'est ça, absolument. Voilà. C'est ça. C'est dans l'ADN vous avez raison, de l'hymne national. Voilà, donc en fait, pourquoi parler de populisme alors qu'en fait c'est des nationalistes, exact. Mais des nationalistes dans un ensemble qui est quasi fédéral, ce qui est quand même une particularité. On ne sait pas où ça mène, alors ça peut mener effectivement à l'éclatement, ou alors une Europe, d'ailleurs c'est la proposition de Mélanie ou des gens qui sont alliés, c'est une Europe des nations. Et puis rappelez-vous, voilà, c'était la proposition d'un certain Philippe Séguin, il y a une trentaine d'années, l'Europe des nations. C'est intéressant que ça revient. Alain, qui avons-nous comme auditeur? Une grande habituée de l'émission, Chantal de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, bonjour à vos invités. Alors c'est vrai que personne n'est surpris des résultats de Giorgia Meloni, c'est évident. On a oublié de parler qu'il y a eu quand même 63% d'abstention. Ce qui est énorme, mais je pense que on va pas leur donner des leçons vu qu'en France, on n'est pas tellement mieux. On n'est pas tellement mieux, exactement. Après, c'est sûr que ce n'est pas non plus l'Italia, quitte. Elle veut rester dans l'Europe et elle va. Le nouveau gouvernement va être de toute façon confronté à la Cour européenne des droits de l'homme et tout le reste par rapport à l'immigration. Donc, et en plus, il ne faut pas oublier que l'Italie, qui a appliqué la règle la plus dure dans toute l'Europe par rapport au Covid, l'Union européenne aura quand même promis 191 milliards d'euros entre les emprunts et les subventions. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Après, c'est le peuple qui a choisi, et je pense que Van der Leyen, elle qui n'est pas élue par personne, se permet de dire on a des outils pour faire pression. Donc la démocratie, c'est pas quand ça nous arrange. Et ne pensez-vous pas qu'elle va se retrouver quand même en difficulté par rapport à l'immigration ou quoi que ce soit, parce qu'en restant dans l'Union européenne. Vous voulez dire que Giorgia Meloni se retrouvait en difficulté? C'est ça. Oui, mais vous avez vu déjà que l'Europe, que l'Espagne et le Portugal, en ce qui concerne les médicaments, etc., prennent un peu un certain nombre de libertés. Et est-ce qu'il n'y aura pas de plus en plus, c'est ce que suggérait Christophe Bouillot, je veux dire par là que si on entre dans une Europe, peut-être une Europe des nations malgré elle, c'est le paradoxe, est-ce que ça ne va pas être ça peut-être, et peut-être pour le meilleur? On verra bien, soyons optimistes. Puis la droite nationaliste, de toute façon, monte en Espagne. Partout. Il y a de plus en plus de pays européens. Moi, personnellement, je ne suis pas contre l'Europe, mais je ne veux pas cette Europe-là. L'Europe des nations, c'est une collaboration, c'est quelque chose où quand même le souverainisme, les pays restent souverains, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, où Van der Leyen va se calmer un petit peu, parce qu'à un moment donné, et puis il va y avoir les élections aussi européennes, on va voir ce que ça donne au niveau du Parlement européen. Oui, on verra bien. C'est en 2024. Mais je pense que l'Italie a une autre façon de faire de la politique qu'en France. Ils n'ont pas peur de s'allier. Et Meloni a toujours gardé sa ligne. C'est quelqu'un qui c'est ce qu'a dit Marie Darmaniac. Merci Chantal, merci de votre juste un mot. Malheureusement, nous arrivons à la fin d'émission, nous reprendrons ça avec vous et vraiment merci à tous les deux. Marie Darmaniac, si vous aviez à qualifier quels adjectifs emploierez-vous pour Giorgia Meloni? Courageuse. Et vous, Christophe Bouillot? Bien sûr, après, nationaliste, après ce que j'ai dit. Très bien. Nationaliste. Voilà, nationaliste.
Oui. Petite précision, Allez-y. en Italie, quand même, la participation, il y a eu 64% de participation aux élections, pas 64% d'abstention. Oui, exact, vous avez raison. Oui, mais ça, Chantal, c'est 64% de participation. Ce qui n'est pas la même chose, sinon ça aurait été 46%. C'est même pas 36%. C'est pas du tout la même chose. C'est un très mauvais score, mais quand même, c'est au-delà de 50%. C'est évident. Merci encore une fois. Merci à Christophe Bouillot, professeur agrégé de sciences politiques. Et merci à Marie Darmagnac. Merci à vous. Et nous allons lire le livre. Oui. Oui, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Berkov dans tous ses états, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain avec Marie-Estelle Dupont et son livre L'anti-mère, surtout l'anti-mère. Oui, absolument, psychologue, André Berkov. Et tout de suite, c'est Brigitte Lahaye qui reçoit Christian Jamin, gynécologue, pour parler ménopause et libido. Bon après-midi sur Sud Radio.